Aujourd'hui, j'accueille Elisa. On s'est rencontrés au fil des soirées et des amitiés croisées. Et depuis, nos liens se sont tissés comme ces pièces. Elisa est couturière, artisane et créatrice. Elle a bossé pour les plus grandes maisons de couture, dont Jean-Paul Gaultier et bien d'autres qu'on citera dans cet épisode. Mais aujourd'hui, elle lance sa propre marque, Route de campagne. Une marque engagée, éco-responsable, qui fait revivre les vêtements oubliés. Et malgré tout ça, Elisa doute, fort, comme beaucoup d'entre nous. Alors dans cet épisode, on va parler mode, transmission, art, artisanat et ce foutu syndrome de l'imposteur. Du coup, bonjour Elisa. Hello à tous! Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Parce que tu as travaillé pour beaucoup de maisons et qu'est-ce que ça t'a appris tout ça? Ouais, alors, premier truc que j'ai envie de répondre, c'est genre, j'ai pas travaillé pour beaucoup de maisons, genre pas tant, mais un peu quand même. Alors, ce que j'ai fait, ça remonte quand même assez longtemps. En soi, j'ai fait 8 ans d'études C'est pas mal. dans la mode, où j'ai fait couture, design, design/art appliqué, on peut mettre les 2 dans la même boîte. Broderie et tout ce petit mélange de tout ça a fait que j'ai fait un stage, chez Gautier et que du coup j'ai commencé à travailler comme ça. Le bon stage au bon moment a fait que ça a C'est ça, mais tout t'avais déclenché. travaillé pour Chanel, non? Ouais, aussi. Fais-moi ton CV. Mon CV. Mais le début, c'est vraiment Gautier où j'ai commencé en stage et après j'y suis retournée pendant cette collection, ce C'est pas qui mal. fait pas mal, ce qui fait à peu près 3 ans, je Ok. dirais. Et sinon, autre ça, je faisais des micro-missions parce que du coup, je fais de l'intérim pour expliquer un peu le contexte. Et chose qui peut être très chouette à dire aussi, c'est que on peut faire de l'intérim dans le milieu de la mode et ça, je ne le savais pas avant de faire un stage là-bas et c'est hyper important, je trouve, de pouvoir le dire parce qu'on n'en parle pas du tout à l'école aussi. Oui. Donc ça, c'est trop chouette qu'on en parle un peu plus. Et du coup, la boîte d'intérim, ça peut te proposer d'autres missions dans d'autres maisons et ça a été le cas, mais c'était surtout des petites missions de retouche ou de finition. Ce qu'on appelle finition, c'est coudre des boutons, faire des ourlets à la main et cetera. Ok. Mais j'ai eu une opportunité récemment d'aller aussi chez Chanel. Du coup, c'est ce que je fais actuellement. Donc Gautier m'a permis de m'ouvrir les portes à d'autres maisons à côté et ça, c'est très chouette. C'est très très classe. Et du coup, tu as toujours fait les pièces des autres et tu t'es dit: «Je vais faire mes pièces». Qu'est-ce qui a été ce déclencheur? Alors ça s'est pas vraiment passé dans ce sens-là, parce que j'ai vraiment commencé à faire mes pièces avant de faire celles des autres. C'est plus dans l'autre sens, Mmh. parce que, le métier que je fais est juste le métier que j'ai toujours voulu faire et j'ai jamais voulu faire autre chose. Trop À part bien. peut-être une fois quand j'avais 10 ans, je voulais être stripteaseuse, mais bon ça c'est peut-être un autre sujet et mais non, j'ai commencé à 10 ans avec des chiffons de mon papa, que je coupais pour mes Barbies. Et après, Mmh. j'ai commencé à choper les vêtements de mes parents que j'estimais qu'ils portaient plus pour pouvoir couper dedans. J'ai un peu arrêté parce qu'ils étaient pas très contents de que Parce que je vole finalement, il leur les portait encore. exactement. Du coup, en vrai, non, j'ai commencé à faire mes pièces à moi, très tôt et j'ai appris à faire de plus belles pièces grâce à mon taf, ce qui fait que maintenant je peux faire mes pièces à moi de manière plus technique et plus pro. C'est ça qui est très OK, chouette. trop bien. Dans artisan ou artisane, parce que souvent les métiers de la mode, on les considère comme des artisans, mais il y a le mot art. Ouais. Est-ce que tu penses que les artisans et les artisanes sont sous-estimés dans le milieu de l'art de façon générale? Alors j'avais écrit un truc super! Bah, vas-y, vas-y. Hem, En fait, j'étais partie ma réflexion c'était, on part de l'histoire de l'art qui est liée à art, Mmh. mais à la base, l'humain a commencé à construire tout un tas de choses en utilisant de l'artisanat et du coup, c'est suite à la création de choses en utilisant l'artisan que l'histoire de l'art est liée et est née, pardon, et qu'on a pu expliquer: «OK, ça vient de telle période» et cetera. Donc je dirais même plus que l'artisanat était là «avant l'art» entre guillemets. Mmh. C'est ma petite psychanalyse du moment. Mais ça peut être, un peu, pas considéré comme de l'art parce que tu as une forme de production
plus textuel dans le sens où ça va servir à quelque chose. Par exemple, un vêtement va servir à être porté, hem, enfin, ça va avoir une fonction que des fois l'art n'a pas forcément une fonction en tant que telle. Mmh. Bah, c'est la différence entre les beaux-arts et les arts déco. Ouais, je dirais plus entre Pas art faux? Art appliqué et appliqué, art ouais, pardon, oui, c'est non, moi non, qui non, pas de me souci, mais ouais, c'est ça et même encore en parlant, art art déco, appliqué, tu as, design et artisan, c'est intéressant. Si tu as plein aucune de trucs à rajouter dessus, c'est vraiment balance tout ce que tu veux. ouais, je sais pas, en fait, c'est juste la petite réflexion que j'ai eue, tout à l'heure en préparant et je me suis dit: «En vrai, c'est» enfin, ça on avait besoin de l'artisanat à la base pour Mmh. pouvoir construire tout un tas de choses qu'on peut construire aujourd'hui et c'est ce truc-là que j'aime bien de garder un savoir-faire de base qu'on a, mais ça, on pourra le développer sur d'autres points aussi après où ça va se rejoindre. Du coup, tu te considères comme artisane ou artiste, mode? Artisane, plus que Art artiste Ouais, mode, parce que je trouve que dans artiste, il y a une certaine culture à avoir, que artisanat, il y a plus une technique à avoir ça se tient. et moi, je suis plus technique que culture Mais du et coup, du coup, c'est dans ça plus dans est-ce dans que l'artisanat que je me dans la, technicité, il y a pas justement une culture? En mode tel point correspond à tel truc et tout? J'y ouais, connais rien du tout, hein. bah, c'est, en vrai, non, je pense que c'est plus l'apprentissage d'un savoir-faire qui s'y rejoint, mais quand je parle de culture, je parle vraiment de d'avoir des références, de un peu, connaître les trucs très niches, OK, donc Ouais, ça me fait penser à tel artiste, machin, non, c'est plus ça que je vois dans OK. avoir de la culture, qu'après les sa pour l'artisanat, du coup, c'est plus avoir des savoir-faire. En parlant de technicité, du coup, c'est quoi Oui pour toi une pièce réussite? Quand tu te dis: «Là, c'est bon, c'est bien fait». et ben, je trouve que c'est quand ça va correspondre à ce que le le ou la créatrice demande. Et quand ça va correspondre à sa vision, parce que du coup, je travaille surtout pour, d'autres personnes Mmh. et au début, j'aurais pu dire quand dans mon perfectionnisme, ça aurait pu être quand, c'est vraiment parfait, que chaque point est à sa place, que techniquement tout a été produit de la bonne manière. Mais je pense que c'est surtout qu'il faut que la vision de la pièce et que la silhouette enfin, que du coup la silhouette portée corresponde vraiment à l'idée que, le DA avait de base. Dans Mmh. tout son esthétisme de collection. Après d'ordre perso, je pense que pour moi les 2 se rejoignent. Il faut que ça ressemble à ce que je m'imaginais, Mmh. mais en même temps, il faut que la technique, elle soit présente et que ça se voit que ce soit fait et bien fait. Et pour OK. moi, c'est ça plus une pièce réussie, Donc c'est quand c'est visuellement tu sais que c'est bien fait et que ça correspond à l'image que tu avais de base. ça se voit dans les finitions, dans les trucs, comme Ouais, parce que c'est ça en vrai, ça va se pour voir les gens dans qui connaissent pas du tout, comment oui. on s c'est Hem, après ça, c'est je trouve ça un peu flou à répondre parce que ça peut dépendre de chaque personne. mmh, Mais ouais, quand on va analyser des vêtements en fonction des finitions, par exemple, on va savoir si ça vient de fast fashion ou si ça vient de grandes pièces, OK, enfin de grandes, maisons, pardon. Et ça, du coup, oui, ça réside dans la technicité de la réalisation. Mais après, je parlais plus d'un point de vue esthétisme aussi. Faut oui, que des fois, en fait, la technique, ça peut vachement nous bloquer dans la créativité, je trouve. OK. Moi, c'est un des trucs, des fois, qui me coince. Donc c'est pour ça que je trouve les 2 sont importantes. Être autant, créatif dans ce qu'on a envie de faire et du coup de tester des nouvelles techniques qui sont peut-être pas conventionnelles et du coup qui permettent de trouver, hem, d'autres choses qui vont être trop chouettes à expérimenter. Mais en même temps avoir une bonne base de technique, je trouve ça aussi très important, pour pouvoir en gros pour pouvoir réfléchir au fait de: «OK, j'ai telle idée, comment je peux la réaliser?» et le comment je peux la réaliser passe par connaître les techniques. OK. Oui, Voilà. ça fait sens, ça je pense comme tout art, pour le Ouais, coup, parce que ça marche avec la peinture, ça marche avec la photo, ça marche avec, plein de trucs. ouais, Du coup, en parlant de création, on va parler de ta marque, oui. Route de campagne. Moi, je sais pourquoi ce nom, mais explique à tout le monde pourquoi ce nom et d'où ça vient? Les routes de campagne, ça vient d'une phrase que mon papa me disait, que, il y a des personnes qui vont passer par l'autoroute pour atteindre leurs objectifs et il y a d'autres personnes qui vont prendre plus de temps et qui vont passer par les routes de campagne. Et quand il m'a expliqué tout ça, c'était quand j'étais dans mes études,
en plein doute, parce que du coup, c'est un peu le thème de ce podcast du doute, où j'étais jamais trop sûre d'être assez douée pour faire ce que je fais. Est-ce que je passe par le bon chemin pour y aller? Et en fait, il m'a juste dit, bah, il y en a, ils vont passer par les routes de campagne, donc certes, tu vas prendre plus de temps pour arriver à ton objectif, mais tu vas y arriver quand même. C'est juste Mmh. une route différente. Et après, je viens de la campagne et du coup, je trouve ça super aussi OK, de pouvoir faire une petite ref à ça. c'est vrai. Quelle est la vision derrière ta marque avec, ce nom? Alors ça, c'était un peu plus compliqué à répondre. C'est un peu plus compliqué à répondre, mais parce qu'en fait, il y a un peu ce truc de quand tu veux créer une marque, il faut que tu aies un certain concept, machin, nin de pendant les études, on nous a expliqué de faut avoir ton concept board, faut avoir cette vision-là, il faut que tu fasses quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait et Ton bénéfice différenciant. ouais, enfin, vraiment, on te demande plein de cases à cocher dans un truc créatif qui, moi, me paumait totalement à chaque fois. Et en fait, là, le truc, je me suis dit, bah, ma vision, c'est juste de faire des pièces qui vont me ressembler moi et dont, en fait, bah, juste moi, j'ai envie de porter C'est et déjà que très bien. c'est ce que j'ai envie de faire. Et j'avais vraiment ce truc de me dire, en analysant les créateurs, oui, eux, ils sont passés par ça, ils ont telle histoire, du coup, ça voudrait dire qu'il faut que je passe par telle école, que je fasse telle chose pour arriver au même niveau que cette Mmh. personne. Et après, je me suis dit: «Mais en fait, juste quand on regarde chaque créateur, toutes leurs histoires sont différentes. Oui. Personne n'a la même» et c'est justement parce que personne n'a la même que du coup, ça rend les personnes assez uniques et en fait, ce que tu vas sortir ne va pas être en fait, j'estime que ce que tu sors de toi ne va pas être une, contrefaçon de quelque chose qui a déjà été faite. À Oui. partir du moment où il y a une part de toi dans ce que tu vas créer et du coup, la vis pour revenir à la question, ma vision, c'est vraiment juste faire des choses qui me font kiffer, qui me font plaisir, sur lequel qui sont en accord avec, mes convictions et ce pourquoi j'ai envie de «militer» avec des guillemets évidemment. Heu et voilà, en fait, c'est vraiment juste faire des trucs qui me font kiffer moi. C'est marrant que tu dises, entre guillemets pour, «militer» Oui. parce que on vient tout juste de toucher le point. Tu Oui. fais de l'upcycling, du coup, c'est une forme d'engagement Oui. et pourquoi du coup déjà pourquoi entre guillemets? Mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Ouais. D'abord, tu vas expliquer ce que c'est le concept de l'upcycling et toi, c'est quoi ton rapport au monde par rapport à cette démarche? Alors, je pense que je faisais déjà de l'upcycling avant de savoir ce que voulait dire ce mot. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'utilisais les vêtements de mes darons ou des chiffons pour Oui, faire des créations. Donc, en fait, utiliser des choses qui existaient déjà pour en refaire quelque chose de nouveau, c'est le concept de l'upcycling et qui peut souvent être confondu avec retoucher ou recycler. Ce qui est upcycling et recyclage n'est pas le même terme. Upcycling, il y a vraiment la notion de apporter une plus-value à une pièce mmh, alors que recycler, tu peux complètement broyer cette pièce et en faire un nouveau matériau. Que l'upcycling, tu gardes les matières premières pour en refaire quelque oui, chose. tu transformes un vêtement en un autre. Ouais, c'est ça et du coup, c'est vraiment un truc que j'ai toujours fait dans mes créations assez instinctivement. Après, il y a ce truc de j'ai déjà un stock de matières premières chez moi et je suis un peu radine comme personne Oui. et je n'aime pas, trop dépenser mon argent par moment. Du coup, ce qui fait que, j'aime bien utiliser les choses que j'ai déjà avant d'en racheter des nouvelles et en fait, ça se rejoint dans l'upcycling parce que du coup, je vais réfléchir à des créations par rapport aux tissus que j'ai déjà, aux rubans, à autre chose. Je vais faire ma réflexion va passer par: «Qu'est-ce que j'ai déjà? Qu'est-ce que je peux en faire?» Mmh. et voilà et en fait, c'est juste si j'ai besoin de choses très spécifiques, comme par exemple, un zip blanc de tel, centimètre, ça oui, je vais aller l'acheter. Mais ce que je peux acheter de neuf au minima, je le fais. Oui, Voilà. donc c'est très écologique comme démarche. Oui et oui, ça l'est et en fait, c'est parce qu'il y a aussi ce truc de je trouve que maintenant dans la création de vêtements et dans la création de marques de vêtements, c'est même plus, un concept qu'on doit mettre en avant. Genre ça me paraît logique en fait, Oui, juste qu'on passe par ça. C'est pour ça que je dis «militer» entre guillemets, c'est parce que moi c'est enfin j'ai fait tout le temps comme ça
et du coup, ça me paraît juste être le prolongement de ma création, mais du coup, oui, on peut dire qu'il y a un terme là-dessus et on peut poser le terme sur le fait que c'est de l'upcycling et qu'il y a une démarche écologique là-dedans. Mais je pense que maintenant tout le monde devrait juste produire et créer de cette Mmh. manière-là. Donc comme tu le dis, «devrait», ça veut dire que les gens ne le font pas. Donc c'est Non, déjà une plus-value. oui, mais il y en a beaucoup plus. Oui, J'ai une anecdote que je peux dire. vas-y. Une fois, je parlais avec une meuf où je disais: «Bah oui, j'ai envie de créer ma marque», mais le truc du un peu douter de: «Oui, est-ce que je suis légitime de créer ma marque?» Et j'étais pas trop sûre de mon concept. Ou le premier truc qu'elle m'a demandé, c'était: «Bah, c'est quoi ton concept? Tu veux faire quoi?» Je fais: «Bah, de l'upcycling», et le 1er truc qu'elle m'a répondu, c'est: «Oui, bah, comme tout le monde». Et j'étais là en mode: «C'est dégradant la manière dont c'est dit», et après, j'ai en mode: «Bah, ouais, donc tout le monde devrait faire ça». Donc en fait, je suis en mode: «Ouais, c'est pour ça que j'aime pas trop, le fait de trouver un concept pour quelque chose». Oui, Bah, ça coule de source. Oui, tout le monde fait de l'upcycling, et bah, c'est super que tout le monde fasse de l'upcycling alors. en Continuons. plus, dans l'économie de Macron, est-ce qu'on est-ce qu'on a les moyens de racheter des mètres de tissu? Non, ça coûte une blinde! Parce que oui, faire ses propres vêtements, c'est une idée reçue que ça coûte moins cher. Ah non! Non, non, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi. Est-ce que du coup, tu te sens à contre-courant de l'industrie de la mode ou en faisant la différence entre petits créateurs et grosse industrie justement? Je fais la différence entre les 2 parce que, quand je travaille, je sais que je ne travaille pas pour moi, et du coup, il y a certaines choses que je vais faire que je ne ferai pas quand je travaille pour moi-même. Par exemple, jeter des chutes de tissu. C'est pas un truc que je fais quand je travaille pour moi. Au début, je le faisais pas, mais après tu te rends vite compte que, comme tu produis vite et dans un temps minimal où, les choses que tu dois faire sont assez dans l'urgence, tu vas moins passer de temps à te dire: «Est-ce que je peux garder cette chute pour faire telle chose?» En fait, c'est un truc que tu penses même plus. Tu prends ta chute, tu la jettes. C'est Oui. vraiment un exemple, mais ça se rejoint vachement au fait de, moi, quand je vais créer pour moi, chaque chute, je les garde, et quelque chose, et ça va servir à ça va servir à quelque chose. Oui, que ce soit un chouchou, un cordon. Exactement. Chaque chose va servir à autre chose, mais quand je travaille du coup, dans les maisons, tu pas le temps de réfléchir à Oui. ça. Et du coup, il y a vraiment cette notion de temps où, moi, je m'y reconnais pas forcément parce que tout doit aller très vite tout le temps, et en fait, la collection, tu vas travailler dessus pendant des mois, mais ça va durer que 15 minutes. Les gens vont en parler pendant 2 3 jours après, mais ça va vite passer à un autre créateur qui a fait Mmh. autre chose et qui a peut-être tapé un peu plus haut, et du coup, ça a plus résonné, donc en fait, ton travail va passer moindre. Ça se rejoint peut-être un peu moins avec, ce que j'ai envie de faire, Mmh. mais il faut savoir que je suis surtout, du coup, comme je disais, j'ai fait de la broderie, donc de l'artisanat, et je suis spécialisée en haute couture, et la haute couture, c'est vraiment plus prendre le temps de faire des pièces. Contrairement au prêt-à-porter où c'est de la production et tu peux faire des pièces en une journée que, haute couture, tu peux faire des pièces en 3 semaines. Oui, là, tu es en prêt-à-porter, dans les maisons de luxe. Moi, je suis en haute couture dans les maisons de luxe. C'est quoi la différence? Et du coup, haute couture, c'est vraiment, la technique est pas la même que prêt-à-porter. Prêt-à-porter, faut que ça en fait, c'est littéralement dans le mot, faut que ce soit prêt à porter directement. Mais il y a pas ça dans les maisons de luxe? Si? Si, mais moi, j'en ne faisais pas. OK, Il y a d'accord. plusieurs ateliers. Il y a les ateliers de prêt-à et les ateliers de haute couture, et moi, j'avais toujours fait que haute couture. OK. D'accord. Je sais qu'au fil de nos verres, du coup, on a beaucoup parlé et on a beaucoup parlé de ton syndrome de l'imposteur parce que tu es quelqu'un de ça talentueux, je pense, comme tout enfin, tout le monde est d'accord sur ça auprès de notre entourage C'est vous qui le dites, c'est pas un truc que je dirais. et c'est ça, tu arrives à douter, sachant que tu n'as que des bons retours à chaque fois pour, ceux avec qui tu as travaillé. Tu n'as enfin, de ce que j'ai sauf si tu nous as menti, tu n'as que des bons retours et est-ce que tu sais d'où ça vient ce fait de douter? Hem, Ça fait un peu une psychanalyse psy là, Oui, c'est mais j'adore, je pense juste que je doutais déjà de base, que, mon doute s'est vite, transformé en jalousie, ah, c'est intéressant. en premier lieu envers mon frère et ma sœur. OK. Ils en ont un peu subi, surtout Marvin. Si tu écoutes Marvin, je te fais des bisous et je t'aime de tout mon cœur. Mais ils me les ont un peu subi, ma jalousie de ce côté-là, et en fait, je pense que c'était une forme qui était vraiment issue du doute
de: «Est-ce que je fais les choses assez bien?» Par exemple, j'avais une grande sœur, du coup, on a forcément envie de ressembler à sa grande sœur quand on est enfant et c'était pas le cas parce qu'on est 2 personnes on est 2 personnes complètement différentes, donc on n'aurait jamais pu agir de la même Vous avez manière. combien de temps d'écart? On a 3 ans d'écart OK. et j'ai aussi 3 ans d'écart avec mon frère. Je suis l'enfant du milieu et on sait que l'enfant du milieu, c'est la position pas la plus simple. L'enfant maudit. L'enfant maudit. Mais ouais, j'ai du coup, mon doute de base que j'avais enfant, c'est beaucoup de transformer en de la jalousie et aussi, donc la jalousie, même pendant mes relations, ça un truc qui ressortait beaucoup et même après quand j'ai commencé en études sup où il y avait toujours ce truc de comparaison aux autres. Mmh. Je produis pas la même chose que les autres, je vais pas avoir la même note que telle personne. Est-ce que je peux, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse du coup? Est-ce que je fais la bonne école? Et en fait, ça se rejoint à tout ce que je disais au début. C'est vraiment la question de: «Est-ce que je suis passée par le bon chemin pour arriver où je veux arriver?» Et tout faisait en sorte que, on créait le doute. Il y a eu une fois, j'ai eu une formation à un moment, on avait, sur nos bulletins de notes, il y avait aussi à côté la catégorie rang et du coup, ça te disait sur quelle place tu étais au sein de ta classe Affreux, affreux. et j'étais, je crois, deuxième, un truc comme ça. Ce qui est super et du coup, qui est complètement con par rapport à ce que je dis à chaque fois, mais il y avait ce truc de: «Bah, pourquoi tu es pas première et pourquoi tu Mmh. as pas réussi à être première et pourquoi telle personne a réussi et pas toi?» Et du coup, en fait, plutôt que de me dire: «Ouais, je suis deuxième, c'est super», je me suis dit: «Pourquoi j'étais pas première?» Ah plus que OK, je vois. C'est vraiment, C'est vraiment, toujours chercher à, combler le truc que je n'ai pas et pas me satisfaire des choses que j'avais, ouais, je vois. déjà. Alors après, tout ça est quand même assez bien réglé maintenant, en termes de jalousie et de, me satisfaire des choses que j'ai. Il y a, ces doutes ont fait enfin, ces doutes et sa peur ont créé, beaucoup d'anxiété chez moi et du coup, ça a emmagasiné beaucoup de choses qui fait que mon cerveau a fini par cramer et du coup, je me suis dit: «OK, maintenant il faut, se rendre compte de toutes les choses que tu as qui sont super» et c'est suite à ça que là, je me dis: «Oui, tout est bien, enfin, c'est super, Mmh. j'ai ma place à tel endroit, j'agis de la bonne manière, je suis, pas dans la quête permanente de quelque chose que je n'ai pas et juste de me satisfaire, bah, de ce que j'ai. Mais ça n'empêche que dans mon métier, la concurrence, elle est tout le temps là, surtout en intérim où, Oui, si c'est pas toi ou si t'es pas disponible à les dates qu'on te demande, bah, ce sera quelqu'un d'autre. c'est le côté, Tu très facilement remplaçable. remplaçable, ouais. Mais du coup, plus qu'un syndrome de l'imposteur, est-ce que c'est pas juste une peur d'être remplacé? Hem, non, parce que là, du coup, je dis ça, c'est plus un état de fait Oui, de c'est comme ça. Mais moi, c'est vraiment et des fois, ça me le refait encore ou quand je vois qu'il y a des intérimaires qui ont été, à tel endroit et que j'ai le même âge que ces personnes-là, mais du coup, j'y suis pas. Enfin, ils ont appelé plutôt l'autre intérimaire que moi. Là, je suis en mode il y a le doute qui arrive et oui. qui fait: «Ah, tu as peut-être parce que tu as fait telle action à ce moment-là qui font qu'ils ont dit: "Ah Elisa, on veut plus la prendre", machin nin Mmh. nin» et ça, c'est arrivé à chaque collection chez Gautier alors que je l'ai fait 7 fois et quand même, je trouve que le nombre 7 est important et voilà, je suis incapable de dire, si on me pose la question de: «Est-ce que tu es capable de faire telle ou telle chose?» Je suis incapable de dire si oui, mais mes collègues par contre, ils pourraient être capables de me le dire. Donc je dépends aussi beaucoup des autres pour me rassurer sur la manière dont je travaille et aussi sur mes copains et aussi sur ma famille. Oui. Tu as du mal à que, les compliments viennent de toi, faut que ça vienne forcément de l'extérieur. Oui, parce que je trouve ça très prétentieux de ma part, si je le dis. Je trouve que, je serais vraiment en mode: «Oui, alors moi je sais faire ça, ça, ça». Mais si c'est factuel? Ça serait pas factuel pour moi parce que je me dis: «Il y a quelqu'un d'autre qui saura forcément le faire mieux que moi», donc j'ai pas forcément à m'en vanter. Mmh. Donc tout le monde a quelqu'un de plus fort et tout le monde a quelqu'un de moins fort. C'est le jeu de Oui, la vie. exactement, c'est ça. Pour les auditeurs, je vais lire une définition que j'ai trouvée sur Radio France du OK, syndrome de l'imposteur. OK. Je pense pour mieux comprendre De ce le process-là? Oui, le process. carrément. Donc selon Radio France, le syndrome de l'imposteur, ce sentiment d'être une arnaque, cette sensation
qu'on nous prête des qualités et des compétences qu'on n'a pas vraiment. Pour oh là! Pauline Frémut? Pardon madame, pardon Pauline, j'ai pas compris. Invitée de l'émission, si vous parce qu'il y a une émission, sur, Radio France qui parle de ça. Si vous ne vous sentez jamais à la hauteur, si vous doutez toujours de vos capacités, si vous procrastinez ou, au contraire, avez tendance à être perfectionniste, peut-être que vous êtes concerné par le syndrome de l'imposteur. Et du coup, toujours selon Radio France, ça touche environ 70 de la population. Ouais, Et j'ai trouvé ça énorme. je suis pas du tout étonnée. En vrai, je pense que tout le monde le ressent, ce syndrome de l'imposteur, Mmh. parce qu'on est toujours mis en compétition les uns avec les autres. Le capitalisme. Voilà et et je pense que ce truc-là de doute, de jalousie qu'on parle depuis le début, fait que, c'est très, sociétal et en fait, pour réussir à déconstruire ça, c'est long et ça peut prendre du temps, mais le syndrome de l'imposteur, j'ai écouté beaucoup de podcasts de gens qui en parlent et à chaque fois, je suis en mode: «Je suis d'accord, moi aussi je le ressens comme ça» et en fait, il y a énormément de gens qui le ressentent. Mais est-ce que de le savoir, ça le retire un petit peu ou pas du tout? Non, parce qu'on peut l'utiliser juste en justification. Quand on dit un truc en mode: «Non mais c'est normal, j'ai le syndrome de l'imposteur». Ouais, du coup, ça balaye le problème. Ouais, ça le met un peu de côté, ça peut peut-être aider dans un sens, mais Mmh. je sais pas, ça Toi, comment c'est t'arrives là en fait. Donc dans tous les cas, ouais, faut dealer avec. comment tu arrives à, comment tu as réussi à travailler dessus tout au long de cette expérience de vie? Bah, alors je travaille encore dessus parce que du coup, Oui, même encore, c'est sûr. en faisant de l'intérim enfin en fait, moi mon syndrome de l'imposteur, c'est beaucoup par rapport à mon taf. Oui, C'est vraiment, surtout principalement par rapport à mon taf et même pareil, il y a là, je parle beaucoup, des maisons pour lesquelles je travaille et de travailler en intérim, mais il est aussi présent pour, le lancement de la marque oui. et en fait, je me dis: «Est-ce que je suis, assez légitime de vouloir lancer ma marque?» Enfin, je veux dire, il y en a 50 000, qu'est-ce que ça va changer de plus, et je trouve ça important que ça vienne parce que j'ai oublié la question. J'ai divagué Comment tu, complètement. tu arrives à, putain, mais même moi, j'ai du mal à suivre mes propres podcasts. Comment tu arrives Ah à oui. te battre contre ton syndrome de l'imposteur et du coup, tu as dérivé sur le fait que le lancement de ta marque, tu as ton syndrome de l'imposteur, mais du coup, ça a l'air de t'aider quand même de le faire? Oui, du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'arrive à dealer avec, heu, parce que je suis bien entourée. Ce Oui, que je disais tout à l'heure et que je suis très souvent rassurée par mon entourage, du coup, sur si je suis capable de faire telle ou telle chose et même au-delà d'être rassurée dans le bon sens où on peut me brosser dans le sens du poil, j'ai aussi des personnes qui sont là, qui me bougent le cul et qui peuvent me rentrer dedans et me dire: «Bah si Elisa, tu sais faire ça», en étant un peu virulent. Ce qui ne me pose pas de problème parce que, je sais qui peut le faire et que c'est acceptable de oui, de telle personne. Dans lequel en fait où fait de cette manière-là, c'est pas, volontairement violent, mais c'est, pour m'aider à me bouger et c'est de cette manière-là que j'ai besoin de l'entendre à des moments. oui, mais parce que c'est des personnes qui te connaissent bien et qui Oui, connaissent, tes mécanismes. exactement. Ne soyez pas violents avec les gens. Non, je conseille pas ça, mais je veux dire m'aider à passer outre en étant tout le temps dans mon sens et à me brosser dans le sens du poil n'est pas un truc qui va m'aider, par exemple. Je sais que Oui. moi, des fois, j'ai besoin qu'on me brusque aussi un peu. Mmh. C'est pour ça aussi que je peux dire que j'arrive à dealer avec, parce que des fois, j'arrive à me dire: «OK, là, si, arrête de réfléchir, tu fonces». C'est une en vrai, c'est une bonne chose, je pense, Ouais, parce qu'il y a qu'en faisant que tu vois que tu es capable de faire. c'est ça. C'est comme, je pense sur tous les domaines, de la vie. Mais est-ce que maintenant que tu arrives à lancer ta marque, tout est en cours, est-ce qu'il y a eu d'autres projets où ton syndrome de l'imposteur t'a bloqué? Est-ce qu'il y a des trucs où tu abandonné le projet par le syndrome de l'imposteur? Donner alors je le vois dans peut-être des missions que je n'ai pas acceptées en intérim, où j'étais tellement stressée et paniquée que je me suis dit: «Non, ça va pas être possible» et du coup, j'ai trouvé un moyen pour, dire que j'étais pas disponible alors qu'en fait, c'était juste mon anxiété qui parlait. Oui, donc
Refuser des opportunités professionnelles? Ouais, parce que anxiété était présente et ça, c'est le truc que je vais pas dire, par exemple, à mon entourage, pour pas qu'on me dise, «Oui, ah, c'est dommage que tu aies loupé ça alors que tu aurais pu faire ça ou ça». Donc en fait, si, il y a plein de choses sur lesquelles je ne vous dis pas et qu'en fait, juste j'ai dit La non coquine. parce que j'ai paniqué. Voilà, mais Encore maintenant? ouais, encore là, mois de juin, Ouais, enfin, mois de fin mai, c'est arrivé encore une fois. OK. Bah, après, il y a des personnes qui sont au courant, je veux dire, je l'ai pas dit à personne, Oui, mais j'en parle moins. Parce qu'après je me dis: «C'est passé, quoi». Genre oui, mais de juste, toute façon, j'étais ça pas sert à prête rien à de ce moment-là. culpabiliser, Non, c'est ça. C'est juste que et je m'écoute, enfin, il y a ça, mais il y a la forme de je m'écoute aussi et il y a des fois, je dis non à des trucs parce que je suis très anxieuse à l'idée de les faire, mais je pense que si j'arrive à dire non à cette chose-là, mais oui à une autre, alors que sur le niveau d'anxiété, je suis pareil sur les 2, c'est parce que je suis pas, prête à la faire. ça Par se ex tient. par exemple, là, ce que je fais actuellement chez Chanel, on me l'a proposé au mois de mai pour une autre maison, mais l'autre maison, j'ai complètement paniqué et du coup, j'ai dit oui, mais un peu trop tard, du coup, ce qui fait que ça n'a pas été accepté. Enfin, il y a eu un autre CV qui est passé, donc le mien n'a pas été retenu. Mais après, il y a eu là où je suis et en fait, là, je me suis dit: «Bah, c'est exactement la même chose qu'on te demande, mais juste là, dis oui» Mmh. et là, je le sentais mieux que tandis que pour l'autre maison, je le sentais pas. Après ça, c'est une forme de rééquilibrer la balance, de tu t'es pas genre, tu as pris un pas de recul pour mieux sauter. Ouais. Ouais, ça peut être un peu ça. Mais du coup, il y a des fois où, mon anxiété a été tellement présente que ça a été présent pendant que je travaillais, Mmh. heu, au point où il y a une collection où j'avais mal calculé un tissu. Du coup, le modèle qui est sorti était plus court que ce qui était prévu et ça se voit sur le défilé. Enfin, après moi je le sais, du coup, évidemment que ça se verra. Mais, ce truc-là a fait que j'ai fait une grosse crise d'angoisse, pendant que je me suis rendu compte que le tissu était trop court. Je me suis mis en boule dans un coin et j'ai chialé et j'ai vraiment fait une énorme crise d'angoisse au sein d'une maison de couture, quoi. Et j'étais là en mode: «Ils vont jamais me reprendre, ça y est, c'est bon, c'est fini pour moi, je vais tout arrêter, je vais devoir partir de Paris parce que j'aurai plus de taf et je pourrai plus payer mon loyer» et voilà et ça peut arriver plusieurs fois que je fais des réflexions comme ça et que ça tourne en boucle dans ma tête. Et du coup, pour l'instant, tu es encore en recherche de petits tips, pour que Mmh. ça s'arrête ou tu as réussi à trouver des petits tricks pour Hem, toi-même? non, je pense que j'ai trouvé les trucs pour moi-même OK. et que maintenant je dois juste, doser entre dire oui ou dire non, entre prendre sur moi ou m'écouter. C'est plus cette, balance-là que je dois plus, OK. jauger et je me laisse le temps, en fait. Je me dis: «OK, bah, ça arrivera des fois, bah, c'est pas grave. Juste, tu vas avancer» et maintenant je regarde le parcours que j'ai fait. Je regarde plus en arrière, voir les choses que j'ai réussi à accomplir et du coup, je me dis: t'as pris le temps et ça a marché». Genre, je peux faire des choses maintenant que je n'étais pas capable de faire il y a 1 an, ce qui est exceptionnel, Bravo. ce que je trouve ça incroyable. C'est incroyable, c'est qu'il y a du progrès. Voilà et du coup, maintenant, je suis beaucoup plus tolérante envers moi-même, mais ça n'empêche que le doute reste présent, l'anxiété reste présent, mais c'est plus, leur serrer la main et leur dire: «OK, t'es là, enchanté, très bien et ben, on va passer une journée ensemble». Mais tu vas pas prendre le dessus sur ma journée, juste on va être ensemble. Allez, mais ta chaise, elle est ici. Voilà. Mais en fait, j'avais lu un putain, j'ai une ref, mais j'avais lu un livre sur pendant que mon cerveau est cramé, j'avais lu un tas de livres sur, la santé mentale et sur comment gérer son anxiété et il y en avait un où c'était, hem, c'est vraiment issu de la culture bouddhiste où ils ont, heu, un personnage assez, sombre et qui représente l'anxiété et en fait, il y avait Bouddha qui buvait du thé avec ce personnage-là et du coup, c'était vraiment cette image qui m'a un peu marquée de: tu bois du thé avec ton anxiété et juste tu passes un moment avec ton anxiété sans vouloir lui fermer la porte au nez. Mmh, C'est tu comme tes émotions, c'est tu vraiment comme si du coup, ton anxiété te frappait à la porte et plutôt que de lui refermer la porte au nez en disant: «Non, tu ne fais pas partie de ma vie», plutôt de l'accueillir chez toi et de lui servir un thé. parce que de toute façon, il va rentrer par la fenêtre. Exactement. En fait, dans tous les cas, il est là. Donc tu dois dealer avec et autant l'accueillir de manière bienveillante plutôt qu'en le rejetant.
Et juste avoir ce switch-là m'aide pas mal sur plusieurs, Du coup, ce serait ça ton conseil à une petite sœur? ouais, mais c'est un des trucs que j'ai lu dès le début et quand je l'ai lu dès le début, j'étais en mode: «N'importe quoi. N'importe quoi, c'est pas comme ça que ça va se passer. Moi, je veux juste que l'anxiété s'en aille de ma vie». Alors qu'on me l'avait dit: «L'anxiété ne partira jamais» et que moi, j'étais en mode: «Si, je veux que ça parte». Donc même si je le dis à quelqu'un, je sais pertinemment que la personne ne va peut-être pas l'entendre et vouloir le rejeter directement. Parce que c'est tellement trop intense quand tu découvres l'anxiété dans ta vie que tu veux absolument que ça s'en aille. Surtout que Mmh. tu sais comment c'était quand c'était pas là. Oui, mais d'un côté, planter une petite graine de la réflexion dans le cerveau de quelqu'un, c'est important de pour Ouais, l'instant. mais je pense Tu que pas je d'accord avec dirais ce que je te plus dis. je pense que je conseillerais plus des livres que j'ai lus, qui m'ont aidée, plutôt que moi donner un conseil. OK, et bah, c'est parti. Donner Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Voilà, j'ai adoré ce livre qui m'a permis de déterminer mes blessures. Il est super et il m'a beaucoup aidée. Après, j'en avais un, c'était sur l'hypersensibilité. J'ai oublié le nom On parce que je suis pourra très nulle. le mettre en description du Ouais, post Instagram. je pourrais les retrouver, ces livres-là. On pourra mettre une bibliographie, si tu veux, en dessous de la description du post, Instagram et en description du podcast. Carrément. Je peux donner les références des livres qui m'ont un peu aidée ou même des podcasts que j'ai écoutés qui m'ont aussi pas mal aidée. Mmh. Je tiens à dire que, heu, oui, Léna Situation peut beaucoup aider sur ce niveau-là parce qu'elle parle beaucoup de son syndrome de l'imposteur et que moi, ça m'a beaucoup aidée d'écouter Oui, pendant parce cette que période-là aussi. voir d'autres gens vivre le truc et parfois des gens qui font beaucoup de choses, Ouais, exactement. qui ont ce Donc syndrome. Ta ta ta. Donc ouais, on a dit que les après tu as d'autres références, de autres que bibliographiques que tu veux parler? alors non, parce que là, du coup, j'ai l'impression qu'on est en un cours d'histoire de l'art où il faut que Mmh. j'ai des références et c'est vraiment le truc que j'avais jamais et qui me faisait paniquer. Du coup, en vrai, je Non, un non, défilé que tu as pensé quoi du dernier défilé Dior? Tu l'as regardé? non. En fait, je regarde pas les défilés sur lesquels je travaille pas. C'est un peu con, mais Ah à part pourquoi? Simone Rocha, parce que je suis très fan de Simone Rocha et j'ai pas regardé le dernier défilé de, de prêt-à-porter homme, qui est d'ailleurs son premier défilé prêt-à-homme. Il y a qu'elle vraiment que j'ai regardé et le dernier de Dior, non, je n'ai pas regardé heu, parce que je travaille pas chez Dior. Du coup, en vrai, c'est pas Raison valable, ouais, suffisant, c'est ça me vraiment va. c'est ça, je les défilés que je préfère, c'est ceux sur lesquels j'ai travaillé. C'est le dernier, Gautier, Il était il incroyable, était il magnifique. était incroyable. La BO, est toujours dans ma playlist Spotify, j'adore l'écouter ce son. J'étais juste à côté de l'enceinte, donc je peux vous dire que je l'ai vraiment bien entendu cette musique. Et non, il était incroyable ce défilé. C'est le dernier que j'ai vu parce que du coup, on peut les voir pour Gauthier et ça, c'est trop chouette Oui, et non, il était super. Après, je sais pas le dernier pour lequel j'ai travaillé parce que du coup, j'ai fait la collection croisière de Vuitton. OK. Ouais. J'ai fait une semaine, mais j'ai travaillé quand même. Collection croisière. Quand c'est croisière, c'est genre, C'est juste qu'ils une décident de faire, thématique? ouais, ou c'est juste qu'ils décident de faire une collection autre que d le calendrier. OK. Par exemple, il y a prêt-à homme-femme, mais il y en a 2 par an. Prêt-à-porter automne-hiver, prêt-à-porter, printemps-été, hommes-femmes de chaque, donc ça fait déjà 4 défilés et après tu en as certaines maisons qui font aussi haute couture et haute couture pareil, il y en a, 2, du coup printemps-été et automne-hiver. Donc tu as des maisons qui sont déjà à 6 collections par an et il y en a certaines qui font collection croisière. Donc c'est une OK. petite collection qui pop comme ça, entre les mailles, du calendrier, quoi. Et elle est sortie cette collection ou pas encore? Si, si, elle est sortie, elle est sortie, OK. c'était quand? Début mi-mai, il me semble que c'était OK. mi-mai. Bah, je regarderai. Voilà. J'ai travaillé sur les bottes brodées, voilà, c'est ce que je peux dire. Bah, je pense que tu as des choses à rajouter ou je peux faire la conclusion? Je pense que tu peux conclure, parce que je pourrais déblater pendant très longtemps, mais ça pourrait être un podcast très long si je parlais. Ouais, le but, c'est de faire des podcasts longs. Moi, j'adore les podcasts longs. Ouais, pendant que je travaille, écouter un podcast, c'est vraiment le truc trop chouette. Bah ça m'a aidé aussi, écouter des podcasts pendant que je travaillais. Oui, comme ça, tu pas ta voix
qui te parle à toi-même. Oui, 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 Ça exact, ça remplace. exact. OK. En espérant que ce témoignage vous ait parlé, je vous dis rendez-vous sur Instagram. Suivez Elisa, les routes de campagne sur Instagram? Ouais. OK. Et puis, je vous dis, au mois prochain. Ça me semble pas mal comme conclusion. Avec un nouvel invité qui ne sera plus moi, je suis désolée pour vous.